Bonjour à toutes et à tous. Ce sont les tips des femmes de santé. Je commence rapidement avec les petites annonces du collectif. Alors juste pour info, on enregistre. Donc si jamais vous voulez couper vos caméras, puisqu'après le tip c'est diffusé en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Femmes de Santé. Concernant les petites annonces, nous avons la révélation des femmes de santé 2025 sur Santexpo le 21 mai en partenariat avec la Fédération hospitalière de France. Donc, ça sera sur leur Agora à 14h30 le 21 mai. On va sortir le calendrier, enfin les événements régionaux. Donc, n'hésitez pas à guetter sur la plateforme du collectif Femmes de Santé. On va mettre toutes les dates. Pareil, l'ensemble des tips Femmes de Santé sont déjà diffusés sur la plateforme. On en a jusqu'au mois de juillet pour l'instant, dont un avec Isabelle justement sur le sommeil au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous connecter directement sur la plateforme. Et du coup, Delphine, je te cède la parole. Présenter ton Merci Margot. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Blandine. Alors, je vais pas essayer de pas écorcher le nom. Pisanetti, c'est ça? Pisaneski, mais c'est parfait, pas de Pisanetti. souci. C'était parfait. Donc Blandine travaille chez Interfimo depuis plus de 15 ans. Interfimo, c'est une société financière qui cautionne des prêts pour les professions libérales. Et Interfimo est partenaire du collectif Femmes de Santé. Après différents postes aux engagements et dans le réseau commercial, Blandine est en charge aujourd'hui du pôle évaluation, pôle qui réalise des valorisations pour les entreprises libérales. Voilà. Est-ce que c'est tout? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Blandine? Non, pas du tout, c'était très clair. On va démarrer du coup cette session pour vous parler en 15 minutes des grandes décisions hein, d'une carrière libérale avec, en vous donnant un petit peu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix à faire et vous donner un petit peu le regard du banquier partenaire, hein, justement. Donc, que j'arrive à manier l'outil, ça serait formidable. Voilà. Donc, les étapes d'une carrière libérale, on en a quatre hein, globalement. En tout cas, nous, on a décomposé en quatre grandes parties. Il y a le début d'activité. C'est le moment où vous choisissez de vous installer en tant que professionnel libéral. Et là, on verra les différents choix qui s'offrent à vous. Il y a la partie développement, donc cette phase en fait où vous allez avoir une croissance de votre activité par votre métier. Donc ça, le métier, vous le connaissez, hein, vous avez fait des études pour ça. Ça, vous savez faire de développer votre activité. Puis on va voir aussi comment on peut développer son outil de travail, hein, notamment en achetant ses locaux professionnels. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase de maturité. Là, c'est quand la croissance de l'activité commence à ralentir et on va essayer de voir comment on peut poursuivre cette croissance. Et puis enfin, la préparation à la retraite où on va chercher à plus valoriser son patrimoine. Et puis, on verra ensemble pourquoi il y a un intérêt à la préparer, à avoir de l'anticipation sur ce départ en retraite. Donc, le début d'activité, comme je vous le disais, c'est ce moment où vous décidez de vous installer en ProLib. Là, vous allez avoir 3 scénarios, en fait, qui vont s'offrir à vous. Le premier scénario, la première possibilité, ça va être de créer son cabinet. Donc, quand je crée mon cabinet, je pars de zéro. Mes besoins, ils vont être en général, trouver un local, donc potentiellement acheter un droit au bail, acheter du matériel. Donc là, le matériel, ça va dépendre de votre activité. Mais surtout, il va y avoir un besoin, ce qu'on appelle nous de BFR, hein, besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire tout le cash nécessaire dont vous allez avoir besoin entre la phase de démarrage et ce moment, ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire où vos revenus couvriront l'intégralité de vos charges. Et quand on dit vos charges, c'est vos charges d'exploitation, bien sûr, mais aussi vos charges personnelles, l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Donc voilà sur la création d'un cabinet. On peut aussi reprendre un cabinet existant
Donc là, on ne part pas de zéro, hein, on démarre directement avec une activité et le gros du besoin, ça va être d'acheter ce fonds libéral ou cette patientèle. Et puis, il y a une dernière possibilité qui est l'intégration d'un cabinet. Là, ça consiste en fait à s'associer avec des professionnels qui exercent déjà, qui travaillent. En général, on va être sur des plus grosses structures. Et le besoin dans ce cadre-là, ce sera des achats de titres, des achats de parts de société. Voilà. Quel que soit le scénario choisi, vous allez devoir choisir un mode de fiscalité, enfin une fiscalité. Il y a deux possibilités, et qu'on soit en création, en acquisition de titres ou en acquisition de fonds, on va devoir choisir entre une imposition sur le revenu et une imposition à l'impôt sur les sociétés. Pardon. Donc, quelle est la différence? Quand on est à l'impôt sur le revenu, on va générer du chiffre d'affaires. Très bien. On va en déduire toutes les charges qui sont déductibles, hein. Donc, ce qu'on appelle les frais généraux, les charges de loyer, éventuels frais de personnel, les intérêts d'emprunt aussi, hein, petit aparté. Vous savez que quand vous empruntez, vous avez les intérêts de l'emprunt qui sont déductibles et le remboursement en capital qui ne l'est pas. Donc, vous déduisez ces intérêts d'emprunt. Vous avez aussi vos charges sociales personnelles. Et une fois qu'on a déduit tout ça, on a un bénéfice. Ce bénéfice, il va servir de base de calcul pour votre imposition sur le revenu et le montant de vos charges sociales de l'année prochaine. Donc, c'est vraiment la base de votre fiscalité personnelle. Vous allez payer votre fiscalité personnelle et là, vous allez rembourser le capital de l'emprunt. Et enfin, on aura le disponible, c'est-à-dire ce qui va vous rester pour gérer votre train de vie. Deux inconvénients à cette fiscalité à l'impôt sur le revenu, c'est d'abord, vous le voyez, hein, on a un flux financier qui permet de rembourser le capital de l'emprunt qui est ultra fiscalisé. Parce que le bénéfice, il est important et il sert de base de calcul pour cette imposition personnelle qui peut, vous le savez, être lourde, hein, puisque plus on gagne, enfin, l'impôt sur le revenu, c'est progressif, donc plus votre revenu va augmenter et plus votre fiscalité va être lourde. Donc, problématique, cette charge de remboursement d'emprunt qui est très fiscalisée. Deuxième problématique, on a un problème de maîtrise de justement sa fiscalité personnelle. Pourquoi? Parce que vous, en tant que professionnel, votre objectif, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires, développer votre chiffre d'affaires. Plus vous allez développer votre chiffre d'affaires et plus le bénéfice il va être important, parce qu'on ne va pas augmenter ses charges en proportion, en tout cas, il faut espérer. Et donc, vous n'avez pas forcément maîtrisé vos charges vos charges fiscales, que ce soit l'impôt sur le revenu ou les charges sociales. Donc, pour pallier ce problème, on peut choisir une imposition, une imposition sociétale, l'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, on a un chiffre d'affaires de la même manière, on a les mêmes frais généraux à déduire, les mêmes intérêts d'emprunt, mais on va déduire également la rémunération de l'associé, c'est-à-dire votre rémunération. C'est vous qui allez choisir en fonction de vos besoins quel est le montant que vous allez percevoir en rémunération. Et c'est cette rémunération qui est donc choisie qui va servir de base de calcul à votre imposition sur le revenu et à vos charges sociales. Donc là, on n'a plus de problème de maîtrise, on maîtrise son imposition personnelle puisque c'est nous qui choisissons notre impôt sur notre niveau de rémunération. Une fois qu'on a déduit aussi ce niveau de rémunération, on va se retrouver avec un résultat qui, lui, sera imposé à l'impôt sur les sociétés, qui est plafonné à 25%. Et puis ensuite, on va rembourser le capital de l'emprunt. Donc, vous voyez que dans cette situation-là, on a un flux qui permet de rembourser le capital de l'emprunt qui est moins fiscalisé et une imposition personnelle qui est maîtrisée. Alors, du coup, vous allez me dire, faut être à l'impôt sur les sociétés, c'est sûr. Pas forcément. En fait, tout va dépendre de votre situation. Est-ce qu'on a un crédit? Est-ce qu'on n'a pas de crédit? C'est sûr que quand on a un crédit, bon là, potentiellement, c'est toujours plus intéressant d'être à l'impôt sur les sociétés. Mais si on n'a pas de crédit ou qu'on est en fin de crédit, vous regardez le niveau de votre bénéfice avec la rémunération dont vous avez besoin. En fait, on a pour habitude de dire, pour simplifier, si vous êtes à l'impôt sur le revenu et que vous consommez l'entièreté de votre bénéfice,
c'est pas la peine de s'ajouter des charges administratives de l'imposition sur les sociétés. Donc, ça va dépendre de votre niveau de revenu, de votre niveau de chiffre d'affaires. C'est donc important, on le verra aussi pour la suite, c'est toujours important de bien vous entourer de conseils, experts comptables, avocats qui pourront vous guider vers la solution la plus optimale. Donc, on a vu un petit peu les choix déjà qu'on aura à faire au moment où on s'installe. Ensuite, on va être dans une phase de développement. Et comme je vous le disais, pour développer aussi son outil de travail, il y a une possibilité qui est d'acheter ses locaux professionnels. Alors, pourquoi acheter ces murs pro? Quel est l'intérêt? Il y a plusieurs intérêts. D'abord, ça va vous permettre de vous constituer un patrimoine. Ça permet aussi d'avoir un local plus adapté à votre activité en termes d'agencement, de localisation. Vous êtes chez vous, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et puis, ça va sécuriser aussi votre outil de travail puisque on va supprimer tous les aléas du locataire, que ce soit des indexations de loyer, des risques d'éviction, etc. Là aussi, si on décide d'acheter son local professionnel, on va avoir une multitude de choix qui vont s'offrir à nous. Qui achète ce local professionnel? Alors, trois possibilités. On achète le local dans son patrimoine professionnel. Donc, c'est l'activité qui achète son local pour exploiter, quelle qu'elle soit. On est en BNC, à l'IR ou à l'IS, on est en société. L'activité achète son local professionnel. Dans ces cas-là, on n'aura pas de loyer. On aura la possibilité d'amortir le bien et de déduire les intérêts du crédit. Soit on décide d'acheter ce local dans son patrimoine privé. Et là, on aura un système qu'on appelle de location à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personne physique, j'achète un local et je le loue à moi-même, profession libérale, qui exploite une activité. Voilà. Dans ces cas-là, l'exploitation, elle aura un loyer à payer. Et puis vous, en tant que propriétaire, vous aurez des revenus fonciers liés à cette location. La troisième possibilité, c'est d'acheter ce local à travers une SCI, donc une société civile immobilière. Là, c'est pareil, l'exploitation, donc la SCI achète le local, elle va le louer à l'exploitation va payer un loyer et la SCI va percevoir des revenus de ce loyer, revenus qui seront fiscalisés en fonction du choix qu'elle aura fait elle-même de imposition aux revenus ou imposition sur les sociétés. Donc là, vous voyez, pour acheter son local professionnel, on a toute une palette de possibilités. Comme tout à l'heure, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Ça va dépendre du local aussi. Est-ce que c'est un local qui est clairement attaché à l'activité ou est-ce qu'il peut être utilisé à autre chose? Est-ce qu'il se revend facilement, pas facilement? C'est très important dans ce cadre-là de bien vous entourer pour aller choisir l'option qui sera le plus avantageuse pour vous. Comment on emprunte? On n'a pas parlé de l'emprunt tout à l'heure, mais si on a des crédits à faire dans le cadre de l'exploitation, on va être sur des durées de 7 ans, globalement, des crédits amortissables sur 7 ans. Ici, on va être toujours sur des crédits amortissables. En 99% des cas, on est sur des mensualités constantes. On va avoir des durées un peu plus longues qui pourront aller de 10 jusqu'à 20 ans pour de l'immobilier. Pourquoi on a des durées plus longues? Parce qu'on a des meilleures garanties. Sur l'immobilier, on a la possibilité de prendre ce qu'on appelle une garantie réelle, donc un privilège de prêteur de deniers ou une hypothèque sur le bien. Si on peut appréhender directement le bien dans le cadre des garanties, ça nous permet d'allonger des durées. Et puis, il y aura des cautions personnelles si vous achetez via une société. Et puis, il y aura une assurance aussi sur le crédit, là, pour couvrir vos descendants. On arrive, le temps passe, les étapes passent, on a bien développé son activité et on va arriver dans cette troisième phase qu'on a regroupée, qu'on appelle maturité et de préparation à la retraite. Alors, ce qu'il faut bien voir, en fait, pour bien comprendre, c'est que on a l'habitude de dire que la valeur vénale de votre fonds libéral, elle va évoluer en fonction des étapes de votre vie. Donc, on a un démarrage, on démarre à 0. On a une croissance qui est importante en début d'activité. On a une croissance qui se ralentit un peu après pendant la phase de développement.
Et puis, à un moment, on a une activité qui va stagner. Et ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que vers la fin de carrière, on a une activité qui va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce que potentiellement, on rencontre pas mal de professionnels libéraux qui ont en fait la clientèle qui vieillit avec eux. Donc, au fur et à mesure, on n'a pas forcément renouvelé sa patientèle, sa clientèle, et on la voit un petit peu diminuer. Et puis, voilà, on n'a plus le même niveau de vie non plus, on n'a plus les mêmes revenus, on va prendre un petit peu plus de vacances. Enfin, en tout cas, on voit bien qu'en fin de carrière, on a la valeur de ce fonds libéral qui commence à se réduire. Donc, si on veut optimiser, l'idée, c'est de vendre quand on est au plus haut, de vendre sa patientèle quand on est justement en phase où notre valeur de fonds, la valeur de notre fonds est la plus importante. Alors, à qui vendre dans ces cas-là? On peut vendre à un tiers, soit parce que là, on a décidé de partir à la retraite, potentiellement un petit peu plus tôt, ou de se réinstaller, de partir dans une nouvelle aventure. On peut vendre aussi à un associé, c'est-à-dire que quand on voit que nous, on a une patientèle qui commence à se stabiliser, on peut intégrer un jeune collaborateur. Donc, on peut lui vendre une partie de notre patientèle et ça va permettre de redynamiser l'activité globale, de se redévelopper et puis aussi et surtout de préparer sa sortie. Il y a aussi le principe de la vente à soi-même. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, en nom propre et vous allez vendre votre clientèle à une société. Ça vous permet de patrimonialiser, de récupérer le cash qui est lié à votre outil de travail directement et puis de continuer à exercer au sein de la SEL qui, elle, remboursera le crédit. Vous pouvez aussi vendre à un futur employeur. Ça se voit beaucoup dans le cadre des préparations à la retraite, parce que ça permet de transmettre la patientèle. Un repreneur rachète votre clientèle et puis vous restez salarié le temps justement que la transmission se fasse. Ou encore revendre à un gros groupe, alors soit apporter et puis rester encore associé quelques années, soit vendre votre clientèle à une structure déjà existante qui va intégrer finalement votre clientèle. Et puis pareil, ça vous permet de rester encore quelques années pour la transmission. Voilà ce qu'on voulait vous dire un petit peu sur les différentes étapes. J'ai tenu le timing, je suis très fière de moi parce que c'était pas facile. Je vous invite à consulter notre site internet interfimo.fr. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur les professions libérales. On a des études sur les prix de cession, on a des analyses d'experts. Il y a aussi des formations via la plateforme d'Interfimo Academy qui vous propose des webinaires, des formations sur différents thèmes de gestion, des prix de cession, de valorisation, de fiscalité. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et merci beaucoup de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci Merci. Blandine. Merci Blandine. Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire qui est très intéressant. Est-ce que vous proposez également pour quelqu'un qui souhaite s'installer une bourse d'échange, de contacts, de cabinets à transmettre, à vendre, là que vous venez d'aborder? Ça existe? Alors, on n'a pas mais on n'a pas pour le moment, j'ai envie de dire. Alors, je suis pas décisionnaire, mais on a beaucoup de demandes en fait de cette partie transaction. Voilà. Que pour l'instant, on ne réalise pas du tout parce que c'est comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités. Ça nécessite des compétences fiscales, d'experts comptables, juridiques pour les avocats, enfin, qu'on n'a pas forcément nous en interne. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite plutôt à vous rapprocher. Alors, il y a deux choses qu'on peut nous demander, c'est les montages de dossiers et puis les transacts. Voilà, la transaction, de mettre en relation des gens pour des échanges. Et ça, c'est pas des choses pour l'instant qu'on fait. On a donc un pôle évaluation, donc je m'occupe. Donc, c'est pour les pro-libres qui veulent vendre et qui veulent savoir à combien ils peuvent vendre. Donc là, on réalise des évaluations, mais on n'a pas cette phase entre l'évaluation et puis le crédit pour la transmission.
Mais je posais la question parce que, ayant travaillé en CCI, on avait développé au sein des chambres de commerce et de l'industrie, effectivement, cette bourse, alors j'ai oublié son nom, mais qui permettait effectivement alors que ce soit aux artisans pour les CMA ou pour les PME dans les CCI, d'avoir excusez-moi, j'allais dire ce bon coin, Non, non, mais il n'y a pas de... Ouais, d'annonce ouais, tout à fait. Ouais. qui permettait déjà d'initier un projet ou qui permettait aussi à certains qui se posent aussi beaucoup de questions au démarrage. J'imagine que vous rencontrez ça de se dire bah, combien ça va me coûter, quel est l'investissement. On voit aussi beaucoup dans le milieu de la santé actuellement des gens qui peuvent être salariés alors du public, dans l'hospitalisation publique ou privée, qui s'interrogent. Et c'est vrai que ces systèmes de bourse avaient aussi l'avantage j'allais dire, de mettre le premier pied à l'étrier, de repérer, et je trouvais ça plutôt intéressant. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Après, il faut voir au niveau des ordres s'il y a des contacts, des choses, des conseils qui peuvent être donnés. Ça va dépendre effectivement de vos professions. Mais parfois, ça peut être fait aussi effectivement au niveau des ordres. Et puis, je vous dis, sur l'Interfimo Academy, je vais arrêter mon timer, j'ai tenu mon délai. Pardon. Au niveau de l'Interfimo Academy, hein, il y a des webinaires qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à les consulter. Des webinaires qui peuvent être intéressants pour vous aider justement à vous positionner sur la manière dont on doit s'installer. Sabine, tu as une question? Je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, en fait, c'était pour pouvoir réagir en fonction des questions diverses et variées qui pouvaient être posées. Non, non, mais j'avais le même type de questions en fait que celles qui viennent d'être posées, de savoir comment on pouvait avoir des échanges nourris par rapport à l'installation et les problématiques que ça peut signifier pour cela en termes de tout ce qui est fiscalité, mais également d'achat d'immobilier, puisque en l'occurrence aujourd'hui c'est une vraie problématique, l'accès au foncier. Oui, oui, alors c'est vrai qu'il y a eu, disons que ce soit d'ailleurs du foncier ou pour les sessions de fonds, hein, on observe une hausse des taux qui vient forcément alourdir les plans de financement. Et malheureusement, l'effet sur les prix n'est pas immédiat. Une espèce d'effet paquebot qui fait que bon, il n'y a pas de baisse de prix flagrante, que ce soit dans l'immobilier, il y en a eu un petit peu. Alors après, sur le marché pro, ça dépend de là où on est, de ce dont on a besoin, etc. Mais ça peut parfois effectivement compliquer un petit peu les acquisitions. Maintenant, on a quand même hein, des financements. On arrive à faire des financements 100% hein, sur pas mal d'activités quand on est sur des activités assez rentables, dire après aller payer un loyer ou rembourser un crédit, sachant que ça vous permet de capitaliser, on voit bien que c'est toujours intéressant. Voilà. Puis si Moi, l'activité prend en charge, en fait, voilà, c'est le côté rassurant. Si on a une activité qui est bien installée, moi, j'avais une question par rapport à la valeur du fonds libéral. Est-ce que chez Interfimo, vous avez les données spécialisées secteur santé? En fait, je pose cette question parce que on voit, enfin, la population vieillit. Il y a aussi un renouvellement de la patientèle. Donc, je me dis, est-ce que aussi, enfin, est-ce que c'est la même courbe pour les médecins et pour les professions du secteur de la santé? alors, en termes de valorisation du fonds, donc c'est-à-dire le prix, Oui, les prix de ouais, cession. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre des activités. Nous, on publie d'accord. des études hein, sur les prix de cession qui sont en fait les données de nos bases de données, c'est-à-dire qu'on a 150 commerciaux qui montent des dossiers toute l'année et on récupère toutes les informations sur les cessions de fonds, les cessions de parts. Alors, pas sur les installations, pas sur les créations, hein, du coup, mais en tout cas, acquisition de fonds, acquisition enfin, les droits de présentation clientèle et les acquisitions de titres de société, on répertorie, enfin, on les récupère et on en extrait des données de prix de cession. Après, en fonction des professions, il y a ou pas des transmissions. On publie chaque année hein, les prix de cession des pharmacies,
parce que les pharmacies, ça se vend, hein, forcément. On a un numerus clausus, on a enfin, une réglementation qui fait qu'effectivement, les pharmacies, ça se vend, cher d'ailleurs. On va avoir pas mal de transmissions, de sessions des dentistes, ophtalmo. En fait, tout ce qui est un plateau technique. La radiologie, ça se vend. Les labos, bon, les labos maintenant, ils sont dans leur monde à eux, mais parce que ça c'est très concentré, financiarisé. Donc aujourd'hui, c'est encore un monde à part, hein, même dans la santé. Mais tout ce qui est dentiste, orthodontiste, les ophtalmos aussi, on en voit pas mal parce qu'il y a de plus en plus de matériel. Après, sur toutes les autres professions, on va financer beaucoup de passages en société, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'avoir un acheteur, c'est encore de se vendre à soi-même, hein, et qui sont là des opérations effectivement plus fiscales, pour changer de fiscalité. Ça permet aussi d'intégrer, hein, des jeunes associés parce qu'on passe en société, donc on crée une structure et dans cette structure, on va prendre un associé qui va pouvoir intégrer sans avoir à débourser directement du cash. Voilà. Donc, c'est surtout ça parce qu'effectivement, la liberté d'installation va faire, et la pénurie de médecins, hein, enfin le tout cumulé, va faire qu'effectivement, est-ce que c'est encore intéressant d'aller acheter une patientèle d'un médecin généraliste alors que je peux poser ma plaque, m'inscrire sur Doctolib et avoir mon carnet de rendez-vous plein en 15 jours. Là, il y a des choses qui se disent, ça évolue chez les dentistes depuis le début de l'année. Ce matin encore, on en parlait aux informations sur la liberté d'installation. Est-ce que ça va faire évoluer les choses? C'est une grande question, hein, qui se pose. Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec les dentistes sur ce sujet, qui se frottent les mains en se disant c'est super, je vais vendre une fortune. Alors attendez, parce que aujourd'hui, il y en a qui se vendent et les prix que nous, on peut fournir, comme je leur dis, les prix que nous vous donnons, ce sont les prix des cabinets qui se sont vendus. On sait pertinemment qu'il y en a beaucoup qui ne se vendent pas. On ne les rentre pas dans la moyenne, forcément. Donc, voilà, à mon sens, il faut rester sur des prix qui sont économiquement raisonnables. Mais on verra, hein, d'ici 1 an, 2 ans, comment ça évolue. Si ça dynamise le marché de la transaction des patientèles ou si ça a l'effet voulu par les autorités, parce que pour les autorités, l'effet, c'est quand même que les gens aillent s'installer là où il n'y a pas de médecin. Donc peut-être que ça aura cet effet-là, hein, ce qui est sans doute souhaitable d'ailleurs pour tout le monde, hein. Mais ou alors, est-ce que ça va avoir un effet effectivement de relancer un peu le marché de la transaction dans ces zones qui sont bien dotées. Voilà. J'ai une dernière question, Blandine, Oui. parce qu'on me l'a déjà posée. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de différents facteurs, mais le délai moyen d'une personne, justement, lorsqu'elle vous contacte, hein, pour envisager son installation, et puis le début de la courbe. C'est-à-dire, voilà, il est installé, il est posé. Alors, on sait les difficultés, développer son réseau, sa patientèle, se faire connaître, mais je prends l'exemple parce que j'ai déjà eu la question d'infirmière, je quitte l'hôpital, je veux m'installer en libéral. Le temps de faire tout ça, un accompagnement, ça va durer en moyenne combien de temps? Il faut partir sur combien de temps? Alors, là, vous me parlez de quoi? Du temps, du délai qu'il faut pour obtenir un crédit ou du Euh, délai qu'il faut pour S'installer. stabiliser son activité? Non, Je s'installer. crois. Non, mais vraiment s'installer. Ah Vraiment oui, s'installer. C'est-à-dire que je prends un exemple, hein, n'importe quoi. Je quitte mes fonctions de médecin au CHU le 30 juin. Je veux ouvrir mon cabinet. Entre le moment où je veux développer mon projet, travailler mon projet, lorsque vous rentrez en contact avec les premiers demandeurs, et le moment où ils s'installent. Premier jour de. Alors, ça dépend bien sûr, hein, des je vais. finances. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, non, je vais Mais avoir du mal à vous répondre parce que c'est pas forcément la phase que nous, on connaît. C'est-à-dire que nous, quand on rencontre les clients, alors nous, les commerciaux d'Interfimo, hein, quand on rencontre les clients, ils ont signé un compromis, en fait. d'accord. On les rencontre toujours parce qu'on les rencontre que quand ils ont besoin d'un crédit, hein, fatalement, et ça va être ou quand ils ont besoin d'un financement, hein. Donc effectivement, soit effectivement ils ont un projet baqué avec un plan de financement en disant je vais m'installer là, je vais acheter ça comme matériel et D'accord. j'ai besoin de tout ça, soit effectivement
ils ont signé un compromis pour acheter des parts ou une patientèle. D'accord. Donc, le délai préalable, je saurais trop vous dire parce que quand c'est pour acheter une clientèle, il y a des phases de négo qui peuvent être très longues. Bon, quand c'est pour s'installer, ça peut aller très vite. Mais surtout, hein, j'insiste lourdement, mais je pense que pour sécuriser tout ça, n'hésitez pas à bien vous entourer de conseils, d'experts comptables, parce que c'est vrai que ça demande, enfin, ça coûte de l'argent, mais ça peut vous faire gagner du temps, et puis vous éviter de prendre des décisions qui ne seraient pas les bonnes, qui ne seraient pas optimisées, en tout cas, voire qui seraient vraiment mauvaises pour des raisons X ou Y, hein. Moi, je vous donne un exemple rapidement, parce qu'il faut me couper la parole après, hein, sinon, si je parle trop. Des dentistes qui veulent s'installer ensemble, et puis qui s'installent en société. Voilà, on leur dit, ben, installez-vous en société, 50-50 dans la société, voilà, pas de problème. Et puis hop, tout le monde commence à travailler. Et puis le temps passe. Et puis nos deux dentistes, eh ben, ils ne travaillent pas de la même manière. Il y en a un, elle vient d'avoir un enfant, elle travaille à temps partiel, ou monsieur peut prendre un temps partiel aussi d'ailleurs, ou décide de travailler beaucoup plus pour faire construire sa maison. Enfin, voilà. Et on a deux activités en fait qui sont plus du tout au même niveau. Mais on est dans une société à 50-50. Moi, je les vois parfois en évaluation. On vient me dire, bon, bah, combien c'est? Mais moi, je travaille beaucoup plus. Ah oui, mais là, vous êtes associé d'une société à 50%. Mm. La patientèle, elle appartient à la société. Elle ne vous appartient pas à vous. Et comme exemple, je leur donne, c'est comme si vous achetez une maison, vous en avez 10%, c'est vous qui faites tous les travaux à l'intérieur. Le jour où vous la vendez, vous en aurez que 10%, en fait. Donc là, on peut se dire, bah, le conseil de départ n'était pas forcément le meilleur. Peut-être il faut s'installer chacun dans sa société, créer une ESCM pour partager les charges. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vraiment éviter de se retrouver après dans des situations conflictuelles ou compliquées. Voilà. Les risques associés, il y a d'ailleurs une formation, un webinaire là-dessus, hein, sur le risque associatif qui va se faire bientôt, mais c'est assez important hein, parce que ça peut vraiment créer des problèmes. Et en fait, quand on s'entend plus à deux associés, on a beau être des très bons praticiens, il se passe plus rien. Il y a plus d'activité, il y a plus, voilà, c'est problématique pour tout le monde. Donc, plus qu'effectivement vous donner un délai euh, figé, ben voilà, prenez quand même des bons conseils et prenez le temps pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu politique, hein. Je n'ai pas vraiment répondu à la question. J'en Non, ai non, mais conscience. c'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en aurais encore une dernière là concernant le foncier. Est-ce que vous travaillez sur la notion de foncière justement pour permettre d'accéder à un certain nombre de locaux? Parce que nous, ce qu'on a comme retour, c'est qu'en fait, malgré tout, c'est très très compliqué pour accéder à un local professionnel, que ce soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire aujourd'hui pour les médecins qui s'installent. Alors, c'est compliqué dans quel sens? C'est compliqué d'obtenir un crédit, Alors, de il peut trouver y le avoir, local? c'est trouver le local essentiellement avec ben, voilà, un marché qui ne suit pas. Alors là, effectivement, pareil, on n'a pas d'agence immobilière ou de lien. Nous, les dossiers, quand ils nous arrivent, effectivement, il y a un compromis de signé, il y a un local. Mm. Et c'est lié peut-être aux normes PMR. Vous savez à quoi j'ai jamais, enfin, pour le coup, c'est pas un élément qui est revenu jusqu'à nos oreilles. D'accord. Mais en tout cas, vous ne vous occupez pas de foncière, parce que Non. c'est un cadre particulier, hein. Je pense que... Ouais, non, non, on s'occupe pas du tout de, de transactions, ni dans les fonds, ni dans l'immobilier, ni s'occupe que des financements. D'accord, ça marche. Merci. Je vous ai mis dans la conversation le lien vers la plateforme reprise d'entreprise des CCI-CMA. Et il y a notamment une partie sur les locaux. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça permet de mettre en relation des gens qui ont besoin de locaux, d'autres qui en cèdent. Voilà, donc allez jeter un coup d'œil, c'est sur toute la France. Donc.
Alors, ça reste des PME et des artisans, hein. On n'est pas sur du libéral, mais Oui, ça peut parce- vous donner un peu le concept de ces bourses d'échange qui sont intéressantes parce que souvent on s'est rendu compte que c'était le premier truc. Maintenant que les gens y font, ils vont sur leur smartphone, ils cherchent un site, une application pour avoir réponse tout de suite à leurs questions. Donc, il y a une partie locaux libéraux, j'ai regardé. Merci. ok. Bon. Merci beaucoup, Blandine. Merci Merci pour à tout. vous de votre écoute, attention. J'espère que ça vous aura apporté des informations claires. C'est très chouette et de toute façon, il y aura un replay. On vous enverra enfin, la Le support. présentation de Blandine, ouais, exactement. Et je pense que il y aura d'autres questions après pour les personnes qui regarderont en replay. Donc, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée, Bonne merci. journée. Bonne Au journée. revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.